Voilà. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment contente de vous voir. Ne m'émeuvez pas trop parce que je dois parler. Alors, la salle n'est pas remplie, vous savez pourquoi, mais on est quand même content de vous voir. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression que ça va? Voilà. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous de vous retrouver. Nous sommes quittés vraiment abruptement au mois de mars, lorsque ce vilain virus nous a obligés à nous confiner. Merci, merci vraiment de la confiance que vous nous faites. Cela nous va droit au cœur à toutes et à tous. Mais je ne voudrais pas oublier de dire merci à toutes les personnes de la Maison de la Culture qui se sont décarcassées pour faire en sorte que nous puissions tous être là aujourd'hui. Nous sommes toujours accueillis ici avec le sourire, tant de la part de la direction que des techniciens qui se sont encore mis en 4 aujourd'hui et que toutes les personnes de l'accueil. Merci aussi à nos conférenciers qui ont accepté de revenir pour que nous ne perdions pas rien du tout de la connaissance qu'ils vont nous transmettre. Ce coronavirus, malheureusement, n'est pas encore sous contrôle et c'est pourquoi les mesures s'imposent pour le plus grand bien de tous. Actuellement, nous pouvons être 200 et non plus 150, masqués évidemment et dûment désinfectés à l'entrée. Nous avons donc essayé de permettre au plus grand nombre de nos membres de nous retrouver et de nous suivre malgré ces contraintes. Et c'est pourquoi nous avons décidé de filmer les conférences qui seront visibles sur notre site pour les membres uniquement, plus ou moins en déant les 8 jours. Il y aura des couacs, certainement, mais nous y arriverons grâce à l'équipe de Pixel qui est là au-dessus et que nous remercions. Attendez que ça marche. Le PowerPoint qui donne des nouvelles passe avant chaque conférence. Nous vous invitons à y jeter un coup d'œil lors de chaque présentation. Vous avez vu que nous ne savions pas encore présenter d'excursions, toujours pour les mêmes raisons. Et les formations, nous n'abandonnons pas, mais nous vous tiendrons au courant de ce qui se passera. Tempora untantur, nocet mutamur in illis. Nous ne pouvions pas mieux choisir notre thème. En effet, les temps changent, et nous aussi avec eux. Nous commençons d'ailleurs l'année avec 2 recrues dans le comité. Cécile Phillips, qui vient nous aider pour le choix des conférences et qui n'est pas là aujourd'hui, et Dominique Van Oldeneel, de Emtine, de son nom de jeune fille, qui va seconder Jocelyne pour le secrétariat. Vous les verrez souriantes, disponibles au fur et à mesure de nos rencontres. Les résumés, eux, sont rédigés par Kirsten Schmitz et Claire Beguin. Un grand merci à elles. Alors, parfait. Toute dernière information. Le titre de la conférence de David Doha, qui va avoir lieu le 24 septembre, est un petit peu modifié vu les circonstances. Et le voici. Peut-on encore parler de transhumanisme après la pandémie du Covid-19 ? Il est temps maintenant de vous présenter M. Jean Faniel. La Belgique, 1970-2020, un pays aux transformations politiques multiples. Qui en doute encore ? Vous avez même publié, monsieur, dernièrement, dans la revue belge d'analyse et de débat, le fédéralisme belge à l'épreuve de la pandémie du Covid-19. Coronavirus est dans notre pays surréaliste, mais en quarantaine le préformateur. Avouez
que la naissance de ce futur gouvernement se fera vraiment au forceps. Mais vous, qui êtes-vous, Monsieur Fanel? Je savais depuis le mois de mars que j'étais dans les personnes à risque, pour ne pas dire autre chose. Mais je ne pensais pas que le conférencier que j'accueillais aujourd'hui avait l'âge de mon fils aîné. Encore un autre coup. En effet, vous êtes né en 1977 à Liège. Docteur en sciences politiques, vous êtes directeur général du CRISP. CRISP, qui est le Centre de recherche et d'information politique. Vous y avez succédé à Vincent de Corbiter en 2013 déjà. Nous avions eu M. Vincent de Corbiter, rappelez-vous, nous l'avons déjà accueilli ici dans notre salle. Vos thèmes principaux de recherche sont la vie politique belge et son financement, les élections, la concertation sociale, les mouvements sociaux, les syndicats. Bref, vous avez du pain sur la planche avec notre pays et vous n'êtes pas à court de sujets d'analyse. Alors, dans ce pays surréaliste, peut-on paraphraser Annie Cordy et se dire « ça ira mieux demain » ? Nous sommes en tout cas tout ouïes. Un grand merci. Merci pour ce charmant accueil. Bonjour à toutes et à tous. Non, ça a l'air d'aller. Enfin, si vous me voyez choir, vous saurez qu'il y avait un petit réglage supplémentaire à faire. Bon, on va voir. Mais écoutez, ce thème d'exposé d'aujourd'hui, nous l'avions défini quand, peut-être à l'automne 2019, je pense, hein. Et cet exposé aurait dû avoir lieu en mars, mais comme vous le savez, nous en avons été empêchés. Et puis quand j'ai été invité à venir quand même, à reprogrammer cette rencontre à la date d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est demandé si on pouvait maintenir l'intitulé inchangé, et finalement c'est ce qu'on a décidé de faire, dans la mesure où, vous le voyez, ce thème était suffisamment général pour pouvoir continuer à convenir 6 mois après, et malgré les événements qui se sont passés. Bien entendu, vous allez me dire peut-être que dans les transformations multiples, justement, les 6 mois qui se sont écoulés devront aussi figurer dans la liste, en quelque sorte. Alors, j'aurais voulu me livrer d'abord à un premier exercice. Je ne sais pas si, avec les masques, ce sera tout à fait possible. Mais est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous pourrait me dire, en réfléchissant à ce thème, 1970-2020, un demi-siècle de Belgique, quelle est là ou quelles sont les transformations principales qui vous viennent à l'esprit comme ça, si on vous demande ce qui a changé en 50 ans? Est-ce que quelqu'un veut se risquer? Monsieur? La régionalisation, oui. La fusion des communes, 1976, hein, surtout. Attendez, monsieur? Oui, les rapports communautaires, la régionalisation, on tourne dans les mêmes... L'écologie, effectivement, est aussi un thème qui a monté en puissance. L'avortement. Ben, vous voyez que, comme ça, rien qu'en réfléchissant 2 secondes et avec... plus, en se disant qu'il y a plus dans 2 têtes et a fortiori dans 150 que dans une, vous voyez qu'on pioche déjà pas mal de choses à des moments, 1990, 1976, la régionalisation, la communautarisation des processus plus longs, à des moments différents et aussi sur des thématiques assez différentes.
Mais c'est un peu ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, essayer de voir par différents angles, finalement, comment ce monde, comment ce pays dans lequel nous vivons, et je crois sans vouloir vous offusquer, vous-même, vous avez vécu cette période dans toute sa durée. On vient de le dire, moi j'ai un peu loupé le début, il faudra que vous me racontiez. Mais donc c'est une période que vous avez vécue et je vais essayer de donner des éléments, différents angles pour l'approcher. Et puis j'espère qu'à la fin, vous reconnaîtrez quand même le pays dans lequel vous avez vécu et que vous n'aurez pas l'impression que j'ai parlé d'autre chose. Alors, bien entendu, quand on regarde la Belgique, il faut aussi voir dans quel monde on vit. On sait que la Belgique, finalement, c'est un petit routchouchou sur une map monde, et le monde qui nous entoure a fortement évolué. On dit souvent d'ailleurs que la Belgique est un petit pays très ouvert, une petite économie ouverte, dit-on souvent, beaucoup d'importations, beaucoup d'exportations. Et donc forcément, l'interdépendance avec ce qui se passe autour de nous est particulièrement importante. Alors si on regarde au niveau international, il y a eu des bouleversements évidemment gigantesques. Là, ça va peut-être encore vous donner un petit coup au cœur, mais j'ai quand même vécu la guerre froide. J'ai des souvenirs de la guerre froide, d'avoir été de l'autre côté du rideau de fer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît tout à fait révolu et tellement loin, finalement, pour ceux et celles d'entre vous qui ont peut-être eu l'expérience d'aller en Pologne, en Hongrie, en URSS peut-être, avant 1989. C'est un temps que l'on n'imagine même plus aujourd'hui, dont on n'imagine presque plus qu'il ait pu exister. On est aujourd'hui dans un monde qui est mondialisé, multipolaire, nous dit-on. Donc il y a vraiment eu un basculement très 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 important par rapport à cette guerre froide avec ces deux superpuissances qui s'affrontaient. Au niveau de l'Europe aussi, de la construction européenne, les choses ont pas mal évolué. En 1970, on parlait encore des communautés européennes et on allait le faire encore pendant pas mal de temps. Et puis aujourd'hui, ça paraît tout à fait commun de parler de l'UE, de l'Union européenne. Elle aussi, elle a connu pas mal de changements. Si on veut essayer de mettre ça sur une ligne du temps et de reprendre peut-être quelques points clés, j'ai essayé d'en prendre ici quelques-uns. Les années 70, c'est d'abord la fin des 30 Glorieuses, avec le premier choc pétrolier, il y en aura d'autres, qui va vraiment amorcer un tournant important sur le plan économique. En matière politique et économique, 1979 et 1980 sont aussi des années tout à fait charnières. 1979, Margaret Thatcher arrive au pouvoir au Royaume-Uni. L'année suivante, Ronald Reagan devient président des États-Unis. Et on va voir que sur le plan économique, sur le plan politique, ça va avoir là aussi une incidence majeure. 2 ans plus tard, et pas du tout sur le même bord de l'échiquier politique, c'est François Mitterrand qui remporte les élections présidentielles en France. Pour la première fois, la gauche arrive au pouvoir à la magistrature suprême dans l'histoire de la Ve République. Et il va d'abord essayer de mener une politique tout à fait différente de celle de Margaret Thatcher ou de Ronald Reagan. 1989, évidemment, date clé, je l'ai dit, l'effondrement du mur de Berlin et le passage, l'effondrement finalement de cette guerre froide et le passage vers autre chose, on ne sait pas encore alors très très bien quoi. Maastricht, passage des communautés européennes à l'Union européenne, avec une volonté d'unification plus importante. Et moins de 10 ans plus tard, nous allons alors aussi notamment changer de monnaie, ce qui est une des concrétisations peut-être les plus palpables, les plus perceptibles de l'évolution de la construction européenne. 2001, souvent considéré comme la vraie entrée finalement dans le XXIe siècle, avec les attentats aux États-Unis, les attentats du 11 septembre. 2008, moment aussi de basculement important avec cette crise financière et bancaire qui va provoquer des effets pendant longtemps, mais qui est déclenché à l'automne 2018, si on considère la faillite de la banque Lehman Brothers aux États-Unis comme vraiment le point où on sent bien qu'on entre en crise. Et
plus de crise, évidemment, il en est sans cesse question maintenant depuis 6 mois. Une crise sanitaire au début qui se transforme en crise, en crise économique, en crise à bien des égards aussi. Et en plus, en Belgique, on ne fait pas les choses à moitié, donc on a aussi une crise politique qui était bien entendu largement entamée avant cette pandémie, mais qui a rebondi de différentes manières avec celle-ci. Sur le plan économique, il y a vraiment eu des transformations profondes entre 1970 et aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est la fin des 30 Glorieuses, d'abord, le début de cette période de 50 ans, et puis on va arriver dans une période où le chômage de masse s'installe. 1975, de ce point de vue-là, est vraiment une année charnière, puisqu'on a à peu près 100 000 chômeurs complets indemnisés en janvier, on est à 170 000 recensés en décembre. Donc vous avez une augmentation de 70%, c'est facile, malheureusement trop facile à calculer, sur cette année 1975. Et en 10 ans, 75-84, on voit que le chômage quintuple et vous voyez, il va continuer sa course. Malheureusement, les années ici sont écrites en fort petit, mais donc 1974-75, c'est vraiment le moment où vous voyez que ces courbes montent en flèche. Un chômage avec lequel, finalement, on a appris à vivre aujourd'hui. Un chômage aussi qui a traduit des évolutions démographiques à certains égards. De plus en plus de femmes ont commencé à travailler, à peu près à ce moment-là. Et beaucoup sont arrivés sur le marché de l'emploi, finalement au pire moment, au moment où les conditions sur celui-ci se dégradaient. Même chose pour les jeunes, qui bien souvent ont été les premières victimes du chômage. Dernier entré, premier sorti, a-t-on dit parfois, au niveau de ce marché de l'emploi. Sur le plan économique aussi, un mot qui revient sans arrêt, c'est la dette. La dette publique en Belgique, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle est importante, on a un peu l'impression qu'elle ne nous quittera jamais. Et pourtant, quand on regarde, c'est loin d'être une fatalité, dans la mesure où l'endettement s'est fortement accru dans les années 70, que je n'ai pas reprise ici sur le graphique, dans les années 80, à partir de là on a une série statistique complète et continue. Dans les années 80, on voit vraiment cet endettement qui s'élève de plus en plus, et puis le tournant de 1993, ou plus exactement le sommet de 1993, avant de mener des politiques d'austérité assez sévères, notamment dans le cadre de cette construction européenne, les fameux critères de Maastricht que j'ai évoqués tout à l'heure, qui prévoyaient une réduction de l'endettement et du déficit public, et qui, bon an, mal an, vous le voyez, a permis de ramener cette dette de plus de 130% du produit intérieur brut, donc de la richesse créée chaque année dans le pays, plus de 130% à environ 80-85%, à la veille de la crise financière et bancaire, donc en 2007. Et puis on repart à la hausse et à nouveau des politiques d'austérité à partir de 2012-2013 qui vont ramener cette dette plus ou moins sous contrôle. Et évidemment ici l'histoire reste à écrire puisqu'on sait que sur le plan des finances publiques, la crise que nous connaissons maintenant va également avoir des retombées tout à fait importantes. Alors cette dette, certains estiment qu'on va toujours devoir vivre avec, d'autres, c'est un vrai enjeu politique finalement, d'autres estiment au contraire qu'il devrait être possible d'en revoir des parties, d'en annuler des parties, de renégocier, de manière à ce que ça ne soit pas tout le temps un paramètre majeur des politiques et que l'on n'ait pas nécessairement besoin d'avoir des politiques d'austérité comme ça de manière répétée. Donc en soi, la dette est un paramètre économique, mais c'est aussi un paramètre politique, et c'est en soi un enjeu politique, que ce soit dans les discussions entre les partis, ou bien que ce soit entre le monde politique et certains mouvements, notamment associatifs, par exemple. Sur le plan économique, j'ai épinglé deux autres dates tout à l'heure sur la ligne du temps.
1979, Margaret Thatcher, j'ai ajouté 1980, Ronald Reagan, 1981, élection de François Mitterrand. La première partie de ce demi-siècle, donc encore dans les années 70, on était toujours sous l'influence de politiques que l'on appelait des politiques keynésiennes, du nom de John Maynard Keynes, donc économiste qui, dans l'entre-deux-guerres, avait théorisé en quelque sorte toute une série d'éléments qui devaient permettre de sortir de la crise, et des éléments qui en fait prenaient forme sous ses yeux au moment même où il écrivait, notamment le New Deal de Roosevelt, et donc une relance de l'économie par les investissements publics, par l'augmentation de la consommation qui nécessitait un relèvement du revenu disponible pour les ménages, que ce soit les salaires, que ce soit éventuellement des allocations de remplacement dans une période déjà, l'entre-deux-guerres, qui était très marquée par le chômage. Donc, politique keynésienne qui va dominer toute la période d'après-guerre jusqu'à la fin des années 70. Avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan, va se répandre, je ne dirais pas s'amorcer, parce qu'il avait déjà commencé au Chili avec Pinochet et le coup d'État de 1973, et puis un peu aussi en Nouvelle-Zélande avant, mais à partir de 79-80, avec l'arrivée au pouvoir dans deux puissances très importantes, les États-Unis et le Royaume-Uni, de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, on va vraiment avoir un tournant de politique économique, un basculement vers le néolibéralisme, comme on va l'appeler, ou l'économie néoclassique, dit-on parfois aussi. Et là, la philosophie est tout à fait inversée, tout à fait renversée. Pour sortir de la crise, estime-t-on dans cette école-là de pensée de politique économique, il ne faut pas tellement relancer les investissements par le biais de l'acteur public ou bien des ménages, mais au contraire, il faut favoriser les entreprises. Donc non pas la demande économique, mais plutôt l'offre économique. Il faut favoriser les entreprises par différents moyens, notamment la flexibilisation du travail, ou bien d'autres des mécanismes de baisse de la fiscalité sur les entreprises, de manière à améliorer leur rentabilité, leur compétitivité, estimant que si on parvient à faire cela, on va alors ramener plus de compétitivité dans l'économie, et cela devrait relancer la machine économique. Alors, on a des exemples de réussite sur le plan économique. On a aussi des exemples où ça marche moins bien, ce type de recettes. Et puis, évidemment, il y a aussi la question des conséquences, des dommages, notamment sociaux, que l'on peut rencontrer avec ces politiques d'austérité ou bien d'évolution de la fiscalité ou de flexibilité. Et petit à petit, on va voir que cette politique va devenir largement répandue, même assez dominante, au niveau économique, d'où ce tournant, ce basculement en l'espace d'une décennie à peu près, les années 80, et ça va être accéléré par la chute du bloc de l'Est. Je le disais, François Mitterrand arrive élu sur un tout autre programme, mais à partir de 1983-1984, notamment le passage de Pierre Mauroy à Laurent Fabius comme Premier ministre, va être vraiment ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur en France. En Belgique, cette évolution va prendre une autre physionomie. Ça va être le gouvernement Martens V, donc à partir de décembre 1981, le premier gouvernement Martens-Goll, donc qui associe les socio-chrétiens et les libéraux, va mener une politique qui est parfois qualifiée de néolibérale, même si elle ne va pas aussi loin que ce que Margaret Thatcher ou Ronald Reagan ont pu mener dans leur pays. Et si vous regardez un indicateur économique, on voit vraiment que, en termes de temporalité, les choses se confirment, je dirais, sur le plan économique en Belgique. Vous avez ici l'évolution du rapport entre capital-travail, ou plus exactement de l'évolution de la plus-value. Et on voit que, finalement, dans les années 70, les termes, si vous voulez, se dégradent pour le patronat et s'améliorent pour les salariés. À partir de 1982, et notamment des mesures d'évaluation du franc, etc., qui sont prises par ce gouvernement Martens V, on voit vraiment
un rétablissement des profits pour les entreprises au détriment du monde du travail en ce qui concerne ceci. Et puis, c'est sans doute plutôt là-dessus que vous m'attendiez d'une certaine manière. La Belgique a connu aussi des transformations politiques extrêmement importantes. On en a fini avec la Belgique de papa, selon l'expression couramment prêtée à Gaston Eyskens. Et on est passé petit à petit, d'abord sans le dire, ensuite en le proclamant dans l'article 1er de la Constitution, à un État fédéral. Ça, c'est l'appellation officielle. Je pense qu'on peut raisonnablement ajouter un adjectif, un État fédéral complexe. Et encore, je reste poli, je suis politologue, c'est mon métier d'être poli et d'apprendre la politesse aux gens. Un État fédéral complexe, j'aurais pu mettre compliqué, ou tarabiscoté, ou biscornu. Enfin, vous pouvez avoir pas mal d'adjectifs qui vous viendront à l'esprit, je n'en doute absolument pas. En tout cas, on peut dire qu'il est complexe. Alors, évidemment, 1970 n'est pas le point de départ. Le point de départ, où est-ce qu'il est ? Bon, certains le feront sans doute remonter à Jules César. Bon, s'il avait pu continuer sa progression avec ses légions un peu plus au nord, peut-être qu'on aurait moins de problèmes communautaires, je ne sais pas. D'autres vont repartir de 1830, 1831. C'est vrai que le mouvement flamand apparaît très tôt, dès les années 30 ou au minimum 40 du 19e siècle, déjà avec pas mal de revendications. Mais 1830, la Constitution proclamée en février 1831, c'est un modèle d'organisation qui est extrêmement hiérarchisé, extrêmement centralisé. On a des communes, un peu plus de 2000, le nombre va un peu varier dans le temps. On a 9 provinces, et puis au-dessus de cette structure pyramidale, on a l'État. Et donc on a un État qui est centralisé, un État qui plus est, qui est francophone, alors qu'il n'y a que 10%, les recensements l'indiquent, de la population qui parle le français, et qui est un État qui est dominé par les possédants, la bourgeoisie, la noblesse. En 1831, il y a 1% de la population qui a le droit de vote. Le suffrage est censitaire, donc ne peuvent voter que les hommes qui payent un certain montant d'impôt, qui est une espèce d'impôt sur la richesse, comme on dirait aujourd'hui, enfin sur les signes extérieurs de richesse. Donc il y a à peine 1% de la population qui peut voter. Donc c'est un État extrêmement centralisé, c'est aussi un État qui est commandé, si vous voulez, par une très petite minorité, par une élite. Le mouvement flamand va se développer, je l'ai dit assez tôt, va avoir des revendications d'autonomie linguistique, d'autonomie culturelle, mais ces revendications vont mettre longtemps à progresser. 1898, vous voyez, 70 ans quasiment, pour avoir ce qu'on a appelé la loi d'égalité, qui proclame que les textes de loi en néerlandais et en français ont la même valeur légale. Donc ça, c'est déjà un combat de plus de 70 ans. 1930-32 pour voir la néerlandisation de l'université de Gand, donc une première université en néerlandais, c'est le début des années 30, et il faut attendre 1967 pour que la constitution du pays existe officiellement en néerlandais, donc plus d'un siècle après son existence. Donc on ne mesure pas toujours du côté francophone à quel point ce processus a pris du temps et a été fait d'un combat de très longue haleine de la part du mouvement flamand. Des revendications plutôt à caractère linguistique, culturel d'abord, en face un mouvement wallon qui apparaît certes à la fin du 19e, au début du 20e siècle, mais qui va surtout être revigoré après la Deuxième Guerre mondiale, et qui lui a plutôt une assise ou une visée socio-économique. Des revendications économiques, on va aussi en trouver dans le mouvement flamand, bien entendu, mais elles ne prendront pas le dessus, ou elles ne le prendront que plus tardivement. Donc mouvement flamand et dans une moindre mesure mouvement wallon qui vont être un peu les moteurs des transformations que la Belgique connaît. La Belgique qui, après-guerre déjà, est un pays très divisé, avec des moments particulièrement importants qui montrent ces divisions. Il y a évidemment la question royale et son dénouement en 1950, il y a la guerre scolaire,
il y a en 1960-61 la grande grève de l'hiver, et où on voit à chaque fois une Belgique qui est assez divisée entre sa partie flamande et sa partie wallonne, Bruxelles étant plutôt proche des sensibilités que l'on retrouve en Wallonie. Mais si on regarde finement, ce n'est pas seulement à des divisions à caractère linguistique ou communautaire qu'on a affaire, c'est aussi à l'intérieur de ces différentes communautés, un pays qui reste traversé par un clivage philosophique entre les partisans de l'Église et au contraire le monde laïque, ou bien un clivage socio-économique entre possédants et travailleurs. Puisque finalement, on retrouve, que ce soit pendant la guerre scolaire, que ce soit pendant la question royale ou que ce soit pendant la grève de 60, finalement, des positions minoritaires en Wallonie qui peuvent rejoindre les positions majoritaires en Flandre et inversement. Donc des divisions importantes qui apparaissent vraiment fort quand on regarde les décennies qui précèdent le demi-siècle que je couvre ici, 1970-2020, et les années 60 vont vraiment amener la voie aux réformes institutionnelles. 1962-1963, des lois linguistiques et la fixation définitive, disait-on à l'époque, de la frontière linguistique, avec des statuts spéciaux pour certaines communes, que ce soit les Fourons, communes Warneton, les communes à facilité de la périphérie bruxelloise, mais aussi les communes germanophones, d'autres dont on entend moins souvent parler, Biéven, Espierres-Elchin, des communes qui sont situées le long de la frontière linguistique, qui ont des statuts différents les uns des autres. Et puis 1968, le Wallenbuiten et le déménagement forcé de la section francophone de la vieille université de Louvain, de Leuven à Louvain-la-Neuve. Et l'affaire de Louvain va aussi provoquer l'éclatement, on aura l'occasion d'y revenir, du plus grand parti du pays, c'est-à-dire de la famille sociale chrétienne entre PSC et CVP, alors qu'ils formaient un seul et même parti jusque-là. Ces différents éléments nous amènent donc à la première réforme de l'État en 1970. 1970, donc première grande réforme de l'État. Ce n'est pas la première fois qu'on touche à la Constitution. On l'avait fait pour élargir le suffrage, notamment pour rendre possible le suffrage universel des hommes en 1919, avec modification en 1921. Mais c'est la première grande réforme de l'État. Et cette réforme de l'État, elle est déjà fort importante. Elle modifie l'architecture puisqu'on crée des communautés culturelles. On en crée deux, communauté culturelle française, communauté culturelle néerlandaise. Et en 1973, la communauté culturelle allemande va suivre. Et on prévoit la création, mais ça reste quand même essentiellement sur le papier, de régions. C'est ce fameux article 107 quater qui a bercé mon enfance et que vous avez sans doute encore dans l'oreille aussi. Article 107 quater qui prévoit la naissance des régions. Mais si le mouvement flamand voulait la création des communautés culturelles, par contre, il ne voulait absolument pas entendre parler d'une région bruxelloise à part entière. Ce que du côté francophone, on réclamait. Et donc il n'y a pas d'accord. Et cet article 107 quater reste non appliqué, non mis en œuvre. Donc 3 communautés culturelles qui viennent s'ajouter aux structures existantes, commune, province, État central, État unitaire. Et puis aussi, on change certaines choses, on introduit des règles pour, disons, protéger la minorité francophone au sommet de l'État. Alors on crée tant à la Chambre qu'au Sénat, qui sont deux assemblées, les deux assemblées du Parlement national, qui est bicaméral, on crée des groupes linguistiques. Un groupe linguistique français, un groupe linguistique néerlandais. Et cette subdivision, en quelque sorte, au sein de chacune des deux assemblées du Parlement, permet de faire reposer différents mécanismes. On va avoir un mécanisme de protection de la minorité francophone qui est
la décision que certaines matières devront être traitées par des lois que l'on a pris l'habitude d'appeler des lois spéciales. Pour réviser la Constitution, il faut une majorité des 2/3. Pour adopter ou réviser des lois spéciales, il faudra désormais une majorité non plus qualifiée, la majorité des 2/3, mais une majorité spéciale, c'est-à-dire les 2/3, tant à la Chambre qu'au Sénat, ça c'est comme la Constitution, mais en plus, avec la majorité absolue des votes, tant dans le groupe linguistique français que dans le groupe linguistique néerlandais, tant à la Chambre qu'au Sénat. Donc c'est une majorité encore un peu plus difficile à recueillir, à atteindre, que celle qui est nécessaire pour modifier la Constitution. De manière justement à ce qu'une des deux communautés ne puisse pas essayer d'imposer ses vues, en quelque sorte, dans les matières qui sont essentiellement les matières institutionnelles ou financières très importantes, à l'autre grande communauté. Je dis grande parce que dans ces groupes linguistiques, on joue à deux. Si vous êtes germanophone, vous devez vous inscrire dans un des deux groupes linguistiques, qu'il soit français ou néerlandais. En l'occurrence, puisque les germanophones les élus germanophones viennent généralement de la province de Liège, ils sont versés dans le groupe linguistique français, mais il n'y a pas de troisième groupe linguistique, ni à la Chambre, ni au Sénat. Un autre mécanisme de protection de la minorité, c'est la sonnette d'alarme. Si un projet ou une proposition de loi qui est en cours de discussion va vraiment trop fortement à l'encontre des intérêts d'une communauté, celle-ci, par une motion aux 3/4 des membres du groupe linguistique, peut essayer d'arrêter le processus. Cela revient alors au Conseil des ministres. Et au Conseil des ministres aussi, on a un mécanisme de protection des deux grands groupes linguistiques, puisque à partir de 1970, on décide que le Conseil des ministres devra être paritaire sur le plan linguistique, le Premier ministre éventuellement excepté, ce qui permet donc d'avoir un nombre impair de ministres, mais il doit donc y avoir une parité linguistique entre francophones et néerlandophones au sein du Conseil des ministres. Alors les choses pourraient en rester là, mais elles continuent à évoluer. Et 10 ans plus tard, on a, après pas mal de péripéties, et notamment l'échec des accords du pacte d'Egmont et des accords du Stuyvenberg en 1977 et 1978, et puis on s'y remet, et en 1980, deuxième réforme de l'État. L'architecture se trouve encore un peu plus affinée. Désormais, on a 3 communautés, ne dites plus communauté culturelle, dites simplement communauté. Ne dites plus communauté culturelle allemande ou néerlandaise, dites communauté flamande et communauté germanophone. Par contre, nous, on est resté avec française, la communauté française. Et désormais, il y a 2 régions. La région flamande et la région bruxelloise. Pardon, la région, évidemment, le lapsus qu'il ne fallait pas commettre, désolé, et la région wallonne. La région bruxelloise, elle reste dans le frigo institutionnel, en quelque sorte. Cet article 107 quater n'est donc toujours pas mis pleinement en œuvre. Chacune de ces entités, les 3 communautés, les 2 régions, a désormais son exécutif, son propre gouvernement, avec des gens, des hommes, nettement moins de femmes, qui ne sont pas membres du gouvernement, alors qu'avant, c'était le seul gouvernement unitaire qui réglait aussi les matières communautaires. Et donc, on a des différents exécutifs. Et puis, on introduit déjà à ce moment-là une certaine asymétrie. La Flandre a certes sa communauté et sa région, et les territoires ne se recouvrent pas tout à fait, puisque la communauté englobe Bruxelles, la région pas, mais la Flandre décide de ne pas créer d'institutions régionales. Et donc, ce sont les institutions communautaires, le Parlement flamand, le gouvernement flamand, qui vont gérer les compétences, les matières communautaires et les matières régionales, avec aussi un seul et même budget, ce qui fait une différence par rapport aux francophones, qui, eux, se retrouvent avec une région wallonne, une communauté française, qui ne sont pas fusionnés et dont les territoires, d'ailleurs, ne correspondent pas. La région wallonne, elle est bilingue, il y a aussi des germanophones qui y vivent. Alors que la communauté française, elle inclut aussi Bruxelles, où il y a quand même, à l'heure actuelle, quasiment 1 million de francophones, à peu près, alors qu'il y a 3,5 millions d'habitants en Wallonie. Donc, on sent bien que les proportions ne sont pas du tout les mêmes. En Flandre, vous avez 100 à 150 000
à Bruxelles, vous avez 100 à 150 000 néerlandophones pour une population de 6 millions d'habitants en région flamande. Donc on voit que les équilibres entre Bruxellois à l'intérieur de la communauté flamande ou à l'intérieur de la communauté française, avec soit les Flamands de Flandre, soit les Wallons francophones, ne sont pas du tout les mêmes, ce qui notamment explique cette asymétrie. Outre le mot asymétrie, un autre mot barbare fait son entrée dans le jargon, c'est l'équipolence. L'équipolence des normes, les lois et les décrets ont la même force juridique. Une loi n'est pas supérieure à un décret, mais elle ne s'applique pas de la même manière sur le même territoire, ni surtout sur les mêmes compétences. Les lois vont être prises dans certaines matières, les décrets dans d'autres. Et ainsi, on ne se marche pas sur les pieds. Et les décrets de la région wallonne ou bien ceux des institutions flamandes ne vont pas agir sur le même territoire, même quand ils concernent les mêmes compétences. Et donc, normalement, il ne doit pas y avoir de conflit de compétences. On se doute bien qu'il y en aura quand même parfois. Et donc, quelques années plus tard, en 1983, on crée la Cour d'arbitrage qui, 25 ans plus tard, va devenir la Cour constitutionnelle que l'on connaît encore aujourd'hui. On laisse quand même pas mal de choses derrière soi, ce fameux frigo institutionnel. Et par ailleurs, les circonstances font qu'il y a aussi pas mal de tensions qui persistent, en particulier dans une commune un peu dans l'Est, avec un carrousel et aussi un hérisson. Je suppose que ça aussi, ce sont des mots qui vous reviennent en mémoire. Et Fouron va être un peu un abcès de fixation finalement linguistique communautaire. Les années 80 vont être baignées par cela. Et finalement, après des élections qui vont marquer un tournant assez important en 1987, en décembre 87, on a une grosse réforme institutionnelle qui est préparée en 1988-89, qui va finalement jouer sur plusieurs plans, qui va essayer de pacifier le contentieux, notamment dans les fourrons, et donner un statut encore un peu plus particulier aux 6 communes à facilité de la périphérie bruxelloise, à Comines-Warneton et à Fouron. Et c'est ce qu'on met dans les lois de pacification communautaire, qui va aussi finalement achever en quelque sorte l'architecture institutionnelle des communautés et des régions, puisque l'on sort Bruxelles du frigo institutionnel et Bruxelles devient une 3e région à part entière, avec des normes certes légèrement différentes, des ordonnances qu'on va les appeler, mais enfin qui globalement équivalent quand même pour le territoire de la région de Bruxelles-Capitale au décret de la région wallonne ou bien de Flandre ou bien au décret des communautés ou même aux lois fédérale. Et donc, on a là une architecture institutionnelle qui devient à peu près complète. Et puis, on a aussi, en 1988 et 89, de très gros transferts de compétences. Donc, les communautés culturelles, en 1970, avaient reçu les compétences culturelles. En 1980, elles avaient reçu, et c'est pour ça qu'on avait laissé tomber le qualificatif de culturel, les matières personnalisables, en matière d'intégration, en matière de formation professionnelle, en matière aussi de prévention des soins de santé, etc. Donc ça, c'est 1980. 1988, un pas de géant est franchi, les communautés deviennent compétentes pour l'enseignement, ce qui devient évidemment tout de suite le très gros morceau des 3 communautés en matière de compétences. De leur côté, les régions reçoivent un rôle économique nettement accru, puisque les secteurs nationaux, comme on les appelait à l'époque, la sidérurgie, le verre, les chantiers navals, les charbonnages, etc., font leur entrée dans le giron des compétences régionales. Tout ça ne s'est pas fait d'un coup de baguette magique, ça ne s'est pas fait sans tension, ça s'est fait aussi d'abord en dehors des cénacles politiques. L'histoire institutionnelle telle que je vous la présente, elle est fortement connectée à ce qui se passe dans la société. On a parfois tendance à l'oublier. Si on reprend ces fameux secteurs nationaux, s'ils arrivent dans l'escarcelle des régions, c'est notamment parce que certains n'étaient plus d'accord de payer pour d'autres. Plus un franc flamand pour la sidérurgie wallonne, c'est
une petite musique que l'on entend encore et encore dans les années 80, notamment dans les rangs socio-chrétiens, que ce soit au sein du CVP, Luc van den Brand notamment, ou bien même que ce soit parfois dans les rangs syndicaux ou du mouvement ouvrier chrétien du côté flamand. Donc il y a vraiment une connexion. Il y a aussi toute une série de prises de position, de mobilisations. Je ne reviens pas sur les années 60, les marches flamandes sur Bruxelles, mais il y a eu aussi d'autres mobilisations dans les années 70, dans les années 80, notamment à Fouron, de la part du mouvement flamand, et parfois de manière extrêmement musclée. Donc cette histoire, il ne faut pas la voir que comme institutionnelle. Elle est vraiment alimentée aussi par des aspirations que l'on retrouve au sein de la population. J'ai presque envie de dire aujourd'hui, qui songerait encore à ce que l'enseignement francophone, par exemple, soit dirigé par un ministre qui pourrait être néerlandophone? Aujourd'hui, je crois que ça ne viendrait plus à l'esprit de personne que ce soit concevable. Donc on voit que ces changements institutionnels sont connectés aux réalités du terrain et en même temps, bien entendu aussi, les alimentent en retour. En 88-89, certains parlent déjà de fédéralisme, mais on ne le dit pas encore officiellement. En 1993, on modifie la Constitution, on va d'ailleurs la renuméroter l'année suivante pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans tout cela, et notamment pour faire disparaître cet article 107 quater, et on va modifier l'article 1er de la Constitution qui devient « La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions ». Le fédéralisme est donc bel et bien proclamé. On va aussi affiner l'architecture qui existait et les institutions, la manière dont elles sont composées. C'est-à-dire que désormais, on va élire au suffrage direct le Parlement wallon et le Parlement flamand. Le Parlement bruxellois l'était déjà depuis sa création en 1989. Et les germanophones, eux, avaient l'occasion d'élire leur conseil, comme on l'appelait jadis, et puis leur Parlement, depuis 1974. Mais donc, désormais, il y a 4 assemblées qui sont élues directement, outre la Chambre et le Sénat, dont on modifie la composition au passage en 1993. Il reste donc uniquement la communauté française, dont le Parlement est composé de députés wallons et de députés francophones bruxellois. Et puis, on arrive vraiment à finalement ce qui est l'architecture institutionnelle que l'on connaît aujourd'hui, puisque c'est aussi lors de cette réforme institutionnelle que l'on décide de scinder, au 1er janvier 1995, la province de Brabant en 3, si on veut, c'est-à-dire qu'on a une province de Brabant flamand, une province de Brabant wallon, et ce qui jadis était le chef-lieu de cette province et les communes qui l'entourent, c'est-à-dire Bruxelles-Ville et les 18 autres communes, cette zone de 19 communes devient un arrondissement et en l'occurrence aussi une région qui n'appartient plus à aucune province. Donc on a une division qui devient différente. Et concrètement, cela veut dire qu'on arrive à cette architecture que l'on a aujourd'hui, avec d'une part l'autorité fédérale qui est compétente sur l'ensemble du pays, et d'autre part, mais à côté, pas au-dessus ou en dessous, à côté, une autre division, celle en région et en communauté, avec la communauté flamande dont les décrets s'appliquent sur le territoire de la région de langue néerlandaise, donc au nord, et sur les institutions néerlandophones à Bruxelles, la communauté française dont les compétences s'étendent sur la région de langue française, donc en fait la Wallonie francophone, et les institutions francophones à Bruxelles, et la communauté germanophone dont les compétences s'étendent uniquement dans les 9 communes de l'est de la province de Liège qui forment le territoire de cette communauté germanophone. Et puis on a ces 3 régions, la région de Bruxelles-Capitale, 19 communes, la région wallonne, 262 communes, dont 9
germanophone, mais les compétences régionales s'y exercent aussi, globalement. Et puis, la région flamande, dont les compétences sont exercées par les institutions de la communauté flamande, mais qui ne s'exercent, cette fois-ci, pas à Bruxelles, mais uniquement dans la région de langue néerlandaise. Alors, si vous avez déjà suivi jusque-là, c'est pas mal, mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en plus, il y a eu des transferts de compétences qui ont encore un peu plus complexifié les choses. À partir de 1993 et de cette 4e réforme institutionnelle, on prévoit aussi que la communauté française pourra transférer l'exercice de certaines compétences, on ne dit pas les compétences, mais l'exercice de certaines compétences, à la région wallonne et à la commission communautaire française en ce qui concerne Bruxelles, donc la COCOF. Jusqu'ici, en plus, j'avais réussi à vous épargner la COCOF, la COCOM et la VGC, donc les 3 commissions communautaires qui sont organisées à Bruxelles en 1989, l'une bicommunautaire, la commission communautaire commune, et les 2 autres unicommunautaires, monocommunautaires, comme on dit parfois, la COCOF et la VGC, donc Vlaams-Gemeenschapscommissie, donc son équivalent néerlandophone. Son équivalent, sauf qu'à partir de 1993, la COCOF reçoit l'exercice de certaines compétences de la part de la communauté française, ce que la communauté flamande, elle, ne fait pas. Et donc la VGC est un organe décentralisé de la communauté flamande à Bruxelles, pour les néerlandophones. Alors que la COCOF, elle, à partir de 1993, elle commence à avoir une existence législative propre. Dans certaines matières que la communauté française ne souhaite plus exercer, elle peut prendre des décrets. Alors que pour les Wallons francophones, c'est la région wallonne qui va exercer ces matières, qui pourtant sont des matières a priori communautaires. C'est ainsi que la formation professionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure comme étant dans les compétences des communautés, c'est toujours vrai pour la Flandre. C'est pour ça que le VDAB, l'organe flamand de formation, est aussi compétent à Bruxelles pour donner des formations en néerlandais, alors que, du côté francophone, on a transféré cette compétence à la région wallonne, qui a dit nous, on a déjà le forum pour une compétence économique qui est le placement des chômeurs, on va aussi faire de la formation professionnelle au forum, tant qu'on y est. Et le forum n'est pas compétent à Bruxelles. Tandis qu'à Bruxelles, si vous voulez suivre une formation en français et que vous êtes demandeur d'emploi, vous allez aller auprès de Bruxelles Formation. Pour une fois, on a trouvé un nom simple. Bruxelles Formation, qui dépend de la COCOF. Et si vous êtes germanophone, me direz-vous, il n'y a pas de problème. Il y a l'Arbeitsamt qui existe et qui dispense aussi des formations. Et qui s'occupe du placement des chômeurs. Comment ça? Mais vous venez de dire que le placement des chômeurs, c'est une compétence régionale. Ah oui, mais la région wallonne a aussi transféré l'exercice de certaines compétences à la communauté germanophone. Donc la communauté germanophone et la région wallonne exercent en partie des compétences communautaires, en partie des compétences régionales. Voilà, si vous aviez tous suivi, là, maintenant je suis à peu près certain que normalement je vous ai tous perdus. Pourtant, j'ai essayé d'être clair, mais bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on s'est amusé à faire tout ça? Du côté germanophone, parce qu'on voulait plus d'autonomie, clairement. On ne le dit peut-être pas très haut et fort, mais enfin, quand il y a moyen de prendre des compétences supplémentaires, en général, on n'est pas contre. Il y a l'un ou l'autre exemple où ils ont reçu des compétences alors qu'ils se demandent toujours ce qu'ils vont en faire. En matière d'énergie, ils n'étaient pas prévenus, mais enfin, en général, c'est plutôt parce qu'ils les demandaient, fût-ce de manière un peu discrète. Par contre, la communauté française, pourquoi est-ce qu'elle a transféré l'exercice de ses compétences, de certaines de ses compétences, en 93 et puis plus tard aussi, à la région wallonne et à la COCOF? La raison, elle est différente. C'est que la communauté française était désargentée. Parce qu'en 1988-89, lors de la 3e réforme institutionnelle, sous la houlette de Jean-Luc Dehaene et de ses techniciens qui, eux, avaient de bons ordinateurs, c'était une époque où il n'y en avait pas encore beaucoup, et qui savaient calculer, les francophones ont un petit peu mal négocié la loi spéciale de financement. Et vous vous souvenez des grèves des enseignants en 89-90, et puis en 95-96, des étudiants en 94-95, demandant un refinancement de la communauté française. Et donc on a essayé en 93 de donner des compétences à d'autres en ne leur donnant pas tout à fait le budget qui allait avec. En se disant, comme ça on peut garder un peu d'argent pour ce qu'on doit absolument faire, l'enseignement par exemple, ou la culture. Mais ça n'a pas tenu très longtemps, ce système. Et par contre, du côté flamand, on disait, mais nous on veut encore
avoir des transferts de compétences de l'autorité fédérale vers les régions et communautés. Et ça nous amène alors à la 5e réforme institutionnelle, où on va troquer de l'argent, refinancement des communautés, contre de nouvelles compétences. Par exemple, des compétences a priori pas très importantes sur le plan régional, on va transférer la loi communale et la loi provinciale. Et donc, on va pouvoir, désormais, ce sont les régions qui vont pouvoir décider comment elles nomment les bourgmestres. Ça n'a pas beaucoup d'importance, vous allez me dire, surtout dans les 6 communes à facilité de la périphérie bruxelloise, évidemment, où là, ça va prendre quand même un sel un petit peu particulier. Et si dans les fourrons, ça s'est plus ou moins calmé à ce moment-là, l'abcès de fixation communautaire, linguistique, là, il va vraiment se porter sur les 6 communes à facilité de la périphérie bruxelloise, puisque désormais, à partir de 2002, donc, la nomination des bourgmestres, notamment dans les communes de la périphérie, elle se fait, on serait presque tenté de dire selon l'humeur du ministre flamand compétent et non plus du ministre de l'Intérieur au niveau national. Donc, nouvelle compétence contre réforme du financement, en quelque sorte, et meilleure norme de protection de la minorité, non plus au niveau national cette fois-ci, mais au niveau, comme en 1970, mais au niveau bruxellois, où les néerlandophones donnent l'impression d'être toujours un petit peu moins nombreux, mais où ils veillent quand même à avoir une représentation dans les communes et au niveau des institutions régionales qui soit suffisante et suffisamment protectrice. Autre abcès de fixation qui va non pas apparaître parce qu'il était là depuis déjà les années 70, mais qui va prendre encore plus de poids dans les années 2000, c'est une circonscription électorale bien connue qui tient en 3 lettres, BHV. Et ça va notamment être un peu le fer de lance du mouvement flamand, du CDNV, de la NVA notamment en particulier, qui vont finalement forcer les portes d'une nouvelle réforme de l'État, une 6e réforme de l'État, fort importante aussi, à la fois parce qu'elle va scinder BHV avec des conséquences sur le plan électoral, mais aussi sur le plan de l'organisation de la justice, en particulier, de certains ressorts de cours et tribunaux, mais aussi, et peut-être surtout, parce que la 6e réforme de l'État va amener de gros transferts de compétences. On dira d'ailleurs que le centre de gravité a basculé de l'autorité fédérale vers les entités fédérées qui reçoivent, que ce soit les communautés ou les régions selon les cas, encore toute une série de compétences. Et cette 6e réforme de l'État, j'ai envie de dire, elle n'est toujours pas digérée et il faudra quand même encore un certain temps. C'est notamment en vertu de cette 6e réforme de l'État que les allocations familiales ont été défédéralisées. Alors vous allez me dire quoi? Elles ont été communautarisées? Oui, mais pas seulement. Elles ont été régionalisées alors? Oui, mais pas seulement. Puisque là, on est vraiment dans ce qu'on appelle parfois un modèle de Belgique A4. C'est-à-dire que les allocations familiales sont désormais gérées par les communautés, la communauté flamande, la communauté germanophone, sauf qu'à Bruxelles, on ne veut pas faire de distinction entre des enfants qui seraient néerlandophones et d'autres qui seraient francophones, ou leurs parents. Et donc là, c'est la COCOM qui gère ça. Donc, une commission communautaire et 2 communautés. Et la communauté française qui a reçu cette matière, elle a dit « Oui, mais non, nous, on transfère l'exercice de la compétence à la Wallonie. » Et donc, c'est la région wallonne, pour la Wallonie francophone, qui est compétente en matière d'allocation familiale. Donc, on a une région, une commission communautaire et 2 communautés qui sont compétentes. Mais, de nouveau, personne ne se marche sur les pieds, puisque chacune a bien son territoire qui est déterminé. Dire que ça a facilité les choses, ça je n'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin, normalement, les divisions sont relativement claires, et c'est un peu ce qu'on appelle parfois ce modèle de Belgique à 4, germanophone, bruxellois, néerlandophone de Flandre, francophone de Wallonie, qui ont un système un peu différent. Et puis on a aussi revu la loi spéciale de financement, dans un sens qui là va
être moins favorable à la Wallonie, on le sait, et particulièrement à terme, dans les 10 années qui vont venir de plus en plus. La solidarité au sein de l'État fédéral va devenir moindre. Alors, après 3/4 d'heure, je pense qu'il est temps de tourner une page de publicité. Si vous n'avez pas tout compris, ou que vous voulez plus de détails, le CRISP a de très belles publications. Et blague à part, celle-ci, je pense qu'elle est particulièrement claire et éclairante. Introduction à la Belgique fédérale, la Belgique après la 6e réforme de l'État. Et vous avez notamment les petits schémas que j'ai pu montrer avant, et aussi un glossaire par matière qui vous permet de savoir, bon, la défense nationale, ok, ça c'est fédéral, mais l'enseignement, l'enseignement c'est communal, c'est provincial, c'est la COCOF, ce sont les communautés. C'est aussi l'autorité fédérale en partie, par exemple pour l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire de 6 ans à 5 ans. C'est une loi qui a modifié ça il y a quelque temps et qui vient d'entrer en vigueur au 1er septembre dernier. Donc toute une série d'exemples comme ça. Alors là, on vient de faire un bon tour institutionnel. J'espère que je ne vous ai quand même pas trop perdu non plus. Mais vous voyez que la structure, le mécanisme de fonctionnement a quand même été fortement modifié. Et les rapports entre les pouvoirs législatifs et exécutifs ont été fortement modifiés, et leur organisation aussi. Finalement, c'est le 3e pouvoir, la justice, qui a été le moins touché par cette évolution. Elle l'a été, mais de manière beaucoup plus marginale, je dirais. Sur le plan politique aussi, il y a eu des changements très importants au niveau de la vie des partis politiques, par exemple. Je l'ai évoqué tout à l'heure. À partir de 1968, le PSC, parti unitaire, se scinde en un PSC et un CVP, 2 partis qui vont avoir de moins en moins de contacts entre eux. L'un est francophone, l'autre est néerlandophone. Les socialistes, PSB, BSP, en 1970, forment un seul et même parti, qui petit à petit va s'organiser de manière un peu différenciée en interne, mais qui va finalement lui aussi éclater en 1978. Dans l'intervalle, au début des années 70, ça a été au tour des libéraux de faire de même, avec petit à petit ce qui donnera la création du PRL au début des années 80 et du PVV côté flamand avant cela. En 1970, il y a aussi un parti communiste qui est représenté à la Chambre et qui va disparaître au milieu de la décennie suivante. On a encore quelques autres partis, mais ils ne sont quand même pas très nombreux. Des partis communautaires ou régionalistes, la Volksunie, le FDF, essentiellement à Bruxelles, le Rassemblement wallon. En 1987, on a déjà une beaucoup plus grande fragmentation. Oui, au lieu d'avoir 3 partis unitaires, on en a 6, qui représentent les 3 familles traditionnelles. On a toujours la Volksunie et le FDF. Le Rassemblement wallon, lui, par contre, n'a plus d'élus. Et puis, on a d'autres familles politiques qui sont apparues ou réapparues, l'extrême droite, le Vlaams-Blok, et les écologistes, qui, eux, n'ont jamais formé un parti unitaire, mais tout de suite se sont créés de part et d'autre de la frontière linguistique de manière séparée, écolo et à Galève, comme on dit à l'époque. En 2003, on retrouve globalement le même paysage, si ce n'est que l'extrême droite s'est développée aussi du côté francophone et que le Front National a désormais une représentation au Parlement, et que, d'autre part, certains partis ont évolué. La Volksunie a éclaté en 2001 et elle s'est scindée en différents morceaux. La NVA compte 1 député, oui, ça a existé. Geert Bourgeois a siégé seul comme député de la NVA à la Chambre en 2003, de 2003 à 2007. Un autre morceau, Spirit, n'a pas décidé de faire cavalier seul, mais est allé se coller aux socialistes flamands, le SPA, qui donc a changé de nom aussi dans l'intervalle. Il y a eu des changements de nom, CDH, CDNV, et les libéraux se sont alliés avec d'autres formations, notamment le FDF, et on est ici en présence du mouvement réformateur, l'EMR. 2019, vous voyez que le FDF a repris son indépendance. Aujourd'hui, c'est défi. On a toujours 2 partis verts. En 2003, les verts flamands avaient été laminés et avaient disparu de l'Assemblée. On a toujours 6 partis traditionnels, affaiblis. On a toujours 2 partis écologistes. La NVA est toujours là, mais ça n'est plus
Le petit poussé, c'est au contraire la première formation, déjà depuis 2010. Le Vlaams Belang, successeur du Vlaams Blok. L'extrême droite francophone, elle, par contre, a disparu, alors que du côté francophone, mais aussi en Flandre, on retrouve des élus d'une autre formation qui est le PTB, donc à la gauche radicale. Donc vraiment un Parlement, vous le voyez, qui a connu une fragmentation, et évidemment, je prends ici le Parlement, mais c'est tout le paysage politique qui a connu cette évolution de manière très sensible. En termes électoraux, le principal enseignement que l'on pouvait voir, notamment dans le résultat du scrutin du 26 mai 2019, c'est que les partis traditionnels, donc les 6 partis traditionnels, héritiers des 3 partis traditionnels historiques, socialistes, sociaux-chrétiens et libéraux, sont en perte de vitesse. Alors ils le sont depuis longtemps, ceci c'est tout l'après-guerre, mais ce sont des partis qui ont reculé tendanciellement et qui, en 2019, vous le voyez, sont passés pour la première fois au niveau national sous les 50%. Et donc on voit que vraiment, là il y a une histoire qui est déjà longue, mais qui connaît un prolongement ou vraiment un tournant majeur en 2019. Alors si on prend ces 2 éléments, donc c'est un graphique qui a été réalisé par mon collègue Cédric Istas et qui a été publié dans le Courrier hebdomadaire, qui est la revue du CRISP. Vous allez me dire, mais les publicités se multiplient de plus en plus vite. Alors, si on prend ces différents éléments institutionnels, politiques, électoraux, enfin de paysage politique et puis électoraux, et qu'on met un peu le tout dans un shaker et qu'on mélange, qu'est-ce qu'on obtient ? Une situation qui est de plus en plus difficile à gérer, évidemment. Et un processus de formation des gouvernements qui est devenu de plus en plus long, de plus en plus difficile. Vous vous souvenez sans doute, en 1987-88, Jean-Luc Dehaene, chargé d'une mission pour essayer de résoudre les tensions, notamment autour de Fouron, et de dessiner les contours d'une nouvelle réforme institutionnelle, et qui dit « Sire, donnez-moi 100 jours ». Aujourd'hui, on se demande s'il ne va pas falloir ajouter un 0 bientôt derrière. Et à ce moment-là, il y arrive à peu près. 106 jours de mémoire va durer la crise, en tout cas entre les élections et le nouveau gouvernement, donc 13 décembre 87 de mémoire et 9 mai 1988, le nouveau gouvernement. Et puis, il y a eu des moments où c'était plus simple, pas nécessairement très simple. Si vous reprenez 2003, les écologistes sortent laminés de l'arc-en-ciel, le gouvernement Verhofstadt I, les libéraux et les socialistes sortent renforcés. Le jeu politique est très clair. Les socialistes et les libéraux qui gouvernaient déjà ensemble, mais avec les Verts, vont pouvoir continuer ensemble, mais vont pouvoir pousser les Verts de côté. Et ils vont pouvoir faire quelque chose ensemble. Et pourtant, il faut quand même 40 jours pour mettre sur pied le gouvernement Verhofstadt II. Autrement dit, même quand on sait déjà qui va gouverner avec qui, et qu'on a une majorité qui se dégage de manière très claire et qui est très confortable, il faut quand même 40 jours pour discuter de ce qu'on va faire ensemble, mettre sur pied un programme de gouvernement. Mais alors quand en plus on arrive avec des revendications institutionnelles fortes, comme le CDNV-NVA en cartel en 2007 le font, comme la NVA le fait en 2010, oui, échaudée par le fait qu'elle n'a pas eu de réforme de l'État au cours des dernières années, là évidemment ça prend beaucoup plus de temps. Ce qui explique qu'il faudra un gouvernement intérimaire, Verhofstadt III en 2007-2008, avant d'arriver au gouvernement Le Terme I, que le gouvernement Le Terme II échouera à faire une grande réforme de l'État, ce qui amènera sa chute. Les libéraux flamands disant non, maintenant c'est fini, on arrête de jouer Alea Jacta Est, la fameuse phrase lancée par Alexander De Croo et Vincent Van Quickenborne. Et donc on va aux élections en 2010, et là, tous les partis flamands disent il faut une réforme de l'État avant de former un gouvernement. Ce qui explique que cela dure 541 jours avant d'avoir une réforme de l'État dont les contours sont bien tracés et la formation d'un nouveau gouvernement, le gouvernement Di Rupo en l'occurrence. Même quand on a formé la suédoise en 2014, il a fallu du temps. Élection 25 mai 2014, gouvernement 11 octobre. Donc vous voyez quand même, plusieurs mois s'écoulent pour que la coalition prenne forme et puis qu'elle négocie ce qu'elle va faire ensemble, alors qu'elle n'avait pas de programme institutionnel.
explicitement, elle n'en avait pas. Puis 2019, on a beaucoup de partis, on a un Parlement qui est quand même assez fragmenté, on a un affaiblissement des partis traditionnels qui, pour la première fois, n'ont plus ensemble la majorité des sièges à la Chambre, même si on réunit les 6. Et puis, on a vraiment cette division importante avec beaucoup de formations moyennes et finalement plus quelques poids lourds qui peuvent s'accorder pour former un gouvernement. Et par-dessus tout, évidemment, cerise sur le gâteau, une forte polarisation entre Wallonie et Bruxelles qui votent quand même assez clairement à gauche et Flandre qui vote nettement à droite et une droite qui plus est autonomiste, voire séparatiste. Donc si vous mettez tout cela ensemble, ça rend le processus de formation d'un gouvernement extrêmement compliqué. Mais ça le rend extrêmement compliqué alors même qu'il n'est pas question de réforme de l'État. Finalement, il n'a jamais été question de réforme de l'État depuis le 26 mai 2019. Vous allez me dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Pendant l'été, Bart De Wever et Paul Magnette ont discuté d'une réforme de l'État. Oui et non. Ils ont discuté de ce que peut-être ils aimeraient bien faire, surtout un des deux d'ailleurs, aimerait bien faire. Mais ils n'ont même pas cherché une majorité des 2/3, puisqu'ils ont même réussi à se mettre à dos les libéraux et les Verts. Donc, oui, il y avait une discussion institutionnelle à l'ordre du jour, mais cette réforme, on n'aurait même probablement pas pu la mettre en œuvre déjà sous cette législature-ci. Donc, ici, on ne peut même plus dire que ce soit tout à fait des questions institutionnelles au sens de « on va faire une réforme institutionnelle » qui pose problème. Mais par contre, qu'on ait des visions extrêmement différentes sur l'architecture de l'État, sur la répartition des compétences, ça c'est certain. Qu'on ait aussi, et c'est un autre axe qui coupe le premier mais qui ne le recouvre pas tout à fait, sur les questions socio-économiques, ça c'est sûr également. Et donc vous avez eu ce communiqué commun des libéraux et des Verts qui a beaucoup surpris, qui est venu finalement mettre un terme à cette mission de Paul Magnette et de Bart De Wever. C'était très surprenant, mais c'était surprenant sur le plan socio-économique. D'ailleurs, il n'y avait pas d'aspect socio-économique dans ce communiqué disant on ne veut pas continuer dans cette voie-là. C'était un communiqué qui était axé sur les questions institutionnelles. Parce que sur les questions institutionnelles, on avait une espèce de front PS, CDNV, NVA qui se dégageait contre libéraux et verts, mais sur le plan socio-économique, vous n'allez pas répartir sur l'axe socio-économique les partis de la même manière. Vous allez avoir les socialistes et les verts d'un côté, les libéraux, les oranges, la NVA plutôt d'un autre, ou les oranges un peu plus au milieu. Donc on est là sur deux lignes de fracture très importantes qui viennent évidemment compliquer fortement les choses, et qui sont loin d'être nouvelles évidemment, puisqu'on les retrouvait déjà au XIXe siècle. Et il y en a une troisième qu'on retrouvait déjà au XIXe siècle, et qu'on a aussi retrouvée à l'œuvre durant la guerre scolaire par exemple, c'est la ligne de clivage philosophique. Et là, quand on voit que petit à petit, peut-être, on pourrait avoir une perspective qui se dessine, le CDNV revient en disant « dites, si on parlait de l'avortement ?» Et là, comme ça, on est certain que vraiment, ça va être très, très compliqué de trouver des solutions. Alors, je vais devoir aller beaucoup plus vite pour ce que j'avais prévu pour terminer, puisque je voulais aussi élargir les choses. Il n'y a pas que les questions économiques, il n'y a pas que les questions internationales, que j'ai à peine ébauchées, esquissées, il n'y a pas que les questions politiques, là je me suis un peu plus laissé aller, je le reconnais. Il y a aussi tout ce qui se passe en dehors de la sphère immédiatement politique ou immédiatement économique, et qui pourtant est très très lié. La concertation sociale, dans les 30 glorieuses, et surtout dans les années 60 à 75 à peu près, fonctionne relativement bien. Évidemment, il y a des grèves, évidemment, il y a des manifestations, évidemment, il y a des tensions entre patronat et syndicats. Mais tous les 2-3 ans, on arrive à avoir un accord interprofessionnel qui est conclu. Et puis en 1977, pas moyen. Mais la crise est passée par là, le chômage est là, le patronat dit il n'y a plus de marge, on ne peut plus négocier, alors que les syndicats viennent avec d'autres solutions pour essayer de faire face à la crise, qui sont jugées inacceptables par le patronat, notamment la réduction collective du temps de travail, par exemple. Et donc là, on va vraiment bloquer. Jusqu'en 1986. Il y a un petit accord en 1981, mais
quasiment rien. Puis à partir de 1986, la concertation sociale se rétablit cas un cas. On n'a pas tout le temps des accords. On a souvent même de forts désaccords. Ces derniers temps, après la crise de 2008, il y a eu beaucoup plus de paires d'années, puisque ça va par 2 ans, sans accord qu'avec accord. En 2017, on a eu un premier accord interprofessionnel alors qu'on n'en avait plus depuis longtemps. On s'est demandé si ça rouvrait un cycle. 2019, patatras, non. La FGTB estime que les concessions qui sont faites par le patronat sont tout à fait insuffisantes et refuse de souscrire à ce qui avait été discuté. Et donc, on voit bien que la concertation sociale a connu des difficultés, des tensions qui sont liées évidemment aux évolutions économiques, qui sont aussi liées aux tensions politiques, puisque sous le gouvernement Martens V, 1981-1985, ou sous le gouvernement de Charles Michel I, 2014-2018, eh bien, les syndicats se sont sentis largement poussés dans le coin, avec un parti qui menait sa politique à côté d'eux et même à la limite contre eux et contre les manifestations nombreuses qu'ils ont pu organiser. Et en même temps, c'est pourtant dans ces périodes-là qu'on est revenu à des accords interprofessionnels. Je vous ai dit 1986 ou bien 2017. Donc il y a là vraiment des choses qui sont assez complexes et notamment de la part des syndicats, des choses qui ne sont pas évidentes à appréhender parce que pendant longtemps on essaie de se mobiliser et puis quand on voit que ça ne porte pas ses fruits, on essaie de revenir peut-être à d'autres moyens d'action, notamment la négociation, mais ce n'est pas toujours possible. La société belge a fortement évolué aussi à d'autres égards, en termes de population. Alors, si je voulais être un peu taquin, je dirais que j'ai face à moi une population, bon, je crois que je ne vais pas vous vexer, un peu plus âgée que moi quand même, blanche. J'ai beau regarder, je ne vois pas un brin un peu plus foncé qui se lève. Je pense que si j'avais face à moi un auditoire, alors là pour le coup beaucoup plus jeune que moi, là c'est moi qui aurais un coup au cœur avec des gens de l'âge de mon fils face à moi, je crois que ce serait beaucoup plus bigarré en quelque sorte. Donc on voit vraiment là aussi une évolution très très importante. Si vous regardez la répartition actuelle de la population belge, elle reste très largement belge, blanche, de souche, comme on dit parfois, etc. Et à partir du moment où on essaye de gratter un peu et de regarder parmi les populations étrangères ou d'origine étrangère celles qui sont sur le territoire, on voit qu'il y a énormément de diversité. D'abord, on a des Européens, on le sait, les Français, les Italiens, les Allemands, les Néerlandais sont parmi les nationalités les plus représentées en Belgique, bien loin devant les Marocains ou les Turcs. C'est globalement à peu près la même chose, dans des proportions un peu différentes, des personnes qui ont pris la nationalité belge et qu'on ne compte dès lors plus parmi les étrangers. Autres éléments qui ont beaucoup évoqué, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'avortement, là aussi, en 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Des choses qui ont, sur le plan éthique, d'abord été de manière extrêmement lente, avec des tensions tout à fait fortes. Ce n'est qu'en 1990 que la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, et dans des circonstances quand même un petit peu rock'n'roll, vous vous en souvenez, a été adoptée avec une majorité alternative, avec cette fameuse impossibilité de régner de quelques heures de la part du roi Baudouin, alors que c'est un combat qui durait depuis très longtemps. En 1973, donc presque au moment où la France, par exemple, va autoriser l'avortement, la loi Veil date de quelques mois plus tard, on a un combat qui vraiment s'est étendu dans la durée. En d'autres matières, par contre, la Belgique a plutôt été pionnière en matière d'euthanasie. D'abord des adultes et puis des mineurs. Évidemment, sous toute une série de conditions. L'IVG aussi, d'ailleurs, sous conditions. On est bien placé pour le savoir, on en reparle maintenant. En matière de droit des couples de même sexe aussi, avec d'abord le droit au mariage, ensuite le droit à l'adoption, qui sont arrivés extrêmement tôt. Alors vous allez me dire, non, pas aux yeux du mouvement LGBT, donc lesbiens, gays, bi et transsexuels,
Mais par contre, par rapport à d'autres pays, c'est beaucoup plus tôt en Belgique qu'ailleurs, et ça reste d'ailleurs une très petite minorité, bien entendu, les États qui autorisent le mariage ou l'adoption des couples de même sexe. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres choses que je n'ai pas encore évoquées, qui pourtant ont secoué la Belgique à différents moments et ont donné lieu à toute une série de commotions et de réformes, parfois, pas toujours. Alors là, vraiment, pêle-mêle, et vous allez un peu voyager dans le temps, en quelque sorte. Les années 80 et 90, l'affaire Dutroux et la Marche Blanche, Renaud Vilvoorde. Je suis désolé, je ne le vois pas défiler, donc je dois me retourner. Semira Adamou. Et puis, quand on vient plus près de nous, donc les années 2000, la faillite de... Non, pardon, le scandale de la dioxine, la faillite de la Sabena, d'autres faillites ou quasi-faillites ou bord du gouffre, en tout cas. Et puis, bien entendu, les attentats de Bruxelles et Zaventem, 2016, Maouda, et enfin, évidemment, la période dans laquelle nous sommes peut être symbolisée par cette haie de déshonneur, comme on l'a appelé, qui avait accueilli Sophie Wilmès. Toute une série de commotions, donc, en quelque sorte, qui, pour certaines, ont donné lieu à des réformes. La gendarmerie a été remplacée par la police intégrée, structurée à 2 niveaux, police fédérale et police locale. Le Conseil supérieur de la justice a été créé, tout cela évidemment dans le sillage de l'affaire Dutroux. On peut penser quand même que l'homicide de Semira Adamou a contribué en partie à pousser les mobilisations qui existaient déjà en faveur de la régularisation des sans-papiers, donc, qui a été opérée au tout début des années 2000 du gouvernement Verhofstadt I. Il y a encore beaucoup d'autres demandes de régularisation qui ont suivi, mais sans être rencontrées. Le scandale de la dioxine, lui, a donné naissance à l'AFSCA, qui est quand même très présente dans nos vies quotidiennes. Il suffit que vous entriez dans un bar, un restaurant ou un commerce d'alimentation pour voir un petit papier qui affiche que ce commerce est autorisé à avoir des produits alimentaires. Il y a tous les contrôles, etc. La fermeture de Renaud Vilvoorde a donné naissance à ce qu'on a appelé la loi Renaud, qui réglemente les procédures de restructuration, les licenciements collectifs, quand plus de 10% du personnel est concerné. Il y a également, bien entendu, la création de SN Brussels Airlines, la création aussi, ou reformation, transformation des 2 banques BNP et Belfius. Et puis, dans le sillage des attentats, la création du Conseil national de sécurité, qui ressemblait à ça. Vous voyez des ministres fédéraux, et qui, avec le Covid, est devenu ceci. Vous voyez une ministre fédérale et des ministres présidents des communautés et des régions, qui n'était pas du tout prévu. En 2016, quand on crée le Conseil national de sécurité, il est prévu que ce soit simplement un organe au sein du gouvernement fédéral. Et aujourd'hui, l'arrêté royal n'ayant pas été changé, c'est toujours ce qu'il dit. Mais on a invité systématiquement les ministres-présidents des régions et des communautés. Je ne dirais pas des entités fédérées, parce qu'il y en a une qu'on a oubliée. C'est la COCOF. Barbara Tracht n'a jamais participé à aucune de ces réunions, alors qu'elle est la ministre-présidente, écolo en l'occurrence, de la COCOF, et que la COCOF a des compétences en matière de santé. Mais ça, visiblement, il n'y a que moi qui l'ai vu passer, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas à la table. Et je n'ai jamais entendu écolo dire, dites, nous aussi, on aimerait bien avoir une représentante. D'ailleurs, ce serait logique qu'on en ait une. La COCOF est une entité fédérée. Non. J'ai entendu personne le demander. Et puis aussi, la crise que l'on connaît maintenant a permis de donner un sacré coup d'accélérateur à une revendication qui était là déjà depuis pas mal de temps, le fonds blouse blanche.
Enfin, il y a d'autres éléments dont je n'ai pas parlé parce qu'ils restent encore fort indécis, même s'ils ont quand même déjà transformé la Belgique. 1970, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de centrale nucléaire. Elles vont commencer à entrer en vigueur peu à peu à Doel et à Tihange dans le courant des années 70. Aujourd'hui, et depuis quand même pas mal de temps, depuis le début des années 2000, il est question de sortir du nucléaire. Alors parfois on le fait, avec tous les ratés qu'il y a dans les réacteurs, parfois il y en a plusieurs qui sont à l'arrêt en même temps, mais c'est un peu non volontaire. Mais est-ce qu'on va finalement sortir du nucléaire ou pas? Ça reste aujourd'hui encore un enjeu de discussion sur le plan politique, et surtout, quel mix énergétique est-ce qu'on va mettre en œuvre à la place? Et puis aussi une autre question qui rebondit encore lors de cette rentrée, c'est la question de la mobilité. On a bien vu qu'on était passé du tout à l'auto, que ce soit à Bruxelles, à Liège, à Namur, enfin dans des tas de grandes villes, on voit bien que la place de la voiture est extrêmement importante. Il suffit d'aller voir à Charleroi cet anneau qu'est le ring qui plane au-dessus des têtes. C'est quand même incroyable, j'ai envie de dire, et c'est quand même vraiment le symbole de la voiture toute puissante. Et puis aujourd'hui, on voit bien que, et de ce point de vue-là, le Covid a aussi peut-être donné un petit coup d'accélérateur. Il y a d'autres manières de bouger, mais on retombe évidemment sur les difficultés de la Belgique. Et si la mobilité est éclatée, ce n'est plus que la voiture, c'est la voiture, le train, les bus, les trottinettes électriques, les vélos partagés ou pas, la marche à pied, etc., etc. Parfois même les navettes fluviales. On voit bien qu'elle est éclatée de ce point de vue-là, mais on voit bien aussi que l'éclatement des compétences entre l'autorité fédérale, les régions et parfois même d'autres niveaux de pouvoir encore ne facilite pas l'intégration de la mobilité. Peut-être pour essayer de conclure et de synthétiser, finalement, on en est passé en 1970 de ceci, encore une page de publicité, mais surtout, vous avez vu quelque chose qui quand même paraît un peu austère, disons, Gaston Eyskens, à ceci, un brol pas toujours évident à expliquer, et qui pourtant, même vu de Chine, reste quand même le rouchouchou que vous voyez là. Voilà, merci à toutes et à tous. Visiblement, je vous ai inspiré quand même quelques questions là. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi j'ai essayé d'élargir au maximum la focale, de ne pas me cantonner à l'institutionnel, au politique. Bon, j'y ai passé beaucoup de temps, je l'avoue, mais j'ai essayé d'élargir. Là, j'en ai quand même que des questions sur le politique et même plus strictement l'institutionnel. Donc peut-être que c'est ce qui vous a le plus inspiré. J'espère que vous êtes quand même un peu reconnu, que vous avez eu certains souvenirs dans ce que j'ai pu montrer, qui n'était pas que institutionnel. Même si vous allez me dire, mais avec la dernière dia qu'il a derrière lui, c'est quand même très institutionnel aussi, je l'avoue. Est-ce pour ne pas nous égarer que vous avez oublié les provinces? Alors non, je ne crois pas les avoir oubliées. J'ai indiqué qu'elles étaient passées de 9 à 10, avec finalement Bruxelles qui maintenant est hors du territoire provincial. C'est vrai qu'elles ont aussi connu une certaine évolution, leurs compétences ont évolué, et sans doute sont quand même encore amené à évoluer. Cela dit, depuis le 19e siècle déjà, on parle de l'éventuelle suppression des provinces, et pourtant ce n'est pas encore fait, et je ne pense même pas que ce soit en passe de l'être. Il y a quelque chose que j'avais trouvé tout à fait amusant dans 5 à la une, qui est le périodique de l'association des provinces wallonnes, 5 comme les 5 provinces wallonnes. On parlait déjà beaucoup il y a quelques années de réforme des provinces, voire de suppression des provinces. Et puis je lisais dans 5 à la une que la province de Namur avait conclu un accord avec les communes
de la province de Namur pour reprendre la compétence sur les cours d'eau de, je crois, 3e catégorie, ou 2e catégorie, j'avoue que je n'ai pas retenu. Alors je ne sais pas ce que sont ces cours d'eau, je suppose que ce sont les petits pipiques de Canaries qui irriguent abondamment la Wallonie, et notamment la province de Namur. Mais ce que je trouvais très frappant, c'est qu'au moment où on dit bon, allez, maintenant c'est pas possible, ce n'est plus possible, il faut qu'on rationalise ça et qu'on supprime les provinces, on a un accord qui va exactement dans l'autre sens. Et la province de Namur en l'occurrence, montrait en quoi elle pouvait avoir son utilité. Je trouvais que dans ce bras de fer, c'était très illustratif avec un tout petit quelque chose qui peut paraître anodin à première vue. Donc voilà, ces provinces, elles sont toujours bien là. Elles font toujours bien partie de l'architecture institutionnelle, les communes aussi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'elles ont évolué, leurs tâches ont évolué, leur composition a évolué, il y a moins de députés provinciaux, il y a moins de conseillers provinciaux que par le passé, tant en Wallonie qu'en Flandre d'ailleurs. La Flandre a prévu de supprimer les provinces. Moi, je pense que c'est pour l'instant toujours resté à l'état de déclaration, mais peut-être que ça finira par arriver. Il existe une fédération Wallonie-Bruxelles qui, à mon sens, n'a aucune existence juridique ou institutionnelle. Non, effectivement. Et sur le site internet du CRISP, www.crisp.be, vous pourrez trouver une analyse qui date de quelques années maintenant, 2013-14 par là, peut-être 2015, qui s'intitule « Ne dites plus communauté française, quoique ». Et que nous avons consacré justement à ce changement de nom entre le passage de la communauté française à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et où on rappelle bien que ça n'a aucune valeur constitutionnelle. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le Parlement de la communauté française, un jour, a adopté une résolution disant que désormais, il allait falloir que l'institution s'appelle la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, pardon, et ce document parlementaire qui a été discuté et puis approuvé émanait du Parlement de la communauté française, pas du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que ça reste bien son appellation, Parlement de la communauté française. Pourquoi ? Notamment parce qu'il faudrait réviser la Constitution pour changer légalement ce nom, mais aussi parce qu'on a... Et donc ça mobiliserait évidemment le niveau fédéral et donc évidemment des élus flamands, tant à la Chambre qu'au Sénat, mais en plus parce qu'on a estimé que les Flamands ne voudraient pas. Et quand je dis on a estimé, en fait, ils se sont signalés quand il y a eu ce changement de nom, ce changement marketing, si on veut, de nom, puisqu'ils ont tout de suite protesté en disant Bruxelles, ça n'est pas que francophone. Donc Fédération Wallonie-Bruxelles, non, ça n'unit pas la région wallonne et la région bruxelloise, comme l'appellation pourrait le laisser penser, mais c'est bien un autre nom, ou un nouveau nom en quelque sorte, mais non légal, non, N-O-N, c'est un nom N-O-M, non N-O-N légal, puisque ça reste bien la communauté française avec les origines et les évolutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, dans les idées de réforme éventuelle du pays, certains imaginent un système où on serait plus proche d'une vraie fédération, d'une vraie coupole qui coifferait Bruxelles francophone et la Wallonie francophone, sans les germanophones d'un côté, sans les néerlandophones de Bruxelles de l'autre. C'est dans les projets, parmi les projets, pour essayer de pérenniser, de maintenir une sorte de communauté française, de lien entre la Wallonie et Bruxelles, comme on dit parfois. Mais ce n'est qu'un des projets parmi d'autres, et il n'est pas du tout sûr que celui-là advienne plus que les autres. Alors j'ai une question en double, une preuve qu'elle vous a inspiré. On a parlé de 9 ministres de la Santé. Quels sont ces 9 ministres de la Santé ? Alors là, évidemment, c'est le piège, mais je vais quand même essayer. Je pense que je devrais pouvoir les retrouver. Bon, il y en a une, à mon avis, vous n'avez pas oublié son nom. Je ne vais pas être méchant et ajouter d'autres choses. C'est Maggie De Bloch qui est ministre de la Santé publique au niveau du gouvernement fédéral. Sa compétence, j'ai bien dit, s'étend sur l'ensemble du territoire. Et
il y a des compétences en matière de santé qui restent bien du domaine de l'autorité fédérale. C'est notamment tout ce qui touche à la sécurité sociale, bien entendu. J'ai entendu quelqu'un qui disait au masque, oui, aussi, effectivement. Ça, c'est pour le niveau fédéral. Les communautés ont des compétences en matière de santé. Il y a, par exemple, la question de la prévention. Quand vous avez des campagnes pour la prévention contre telle ou telle maladie, généralement, ce sont plutôt des messages des communautés. Et donc, en Flandre, vous avez un ministre qui est compétent dans ces matières-là, c'est Wouter Beek du CDNV, et vous en avez aussi en communauté française. En l'occurrence, et j'avoue qu'il faudrait que j'aille revoir le découpage, la répartition des compétences entre elles, il y a même 2 ministres, puisque Valérie Glatini, MR, et Bénédicte Linard, écolo, ont toutes 2 des compétences en matière de santé. Et donc vous voyez qu'au sein d'un même gouvernement, d'une même institution, on peut avoir des compétences de santé qui sont réparties entre différents portefeuilles ministériels. Donc évidemment, ça augmente le nombre de personnes qui ont des compétences en matière de soins de santé. On a aussi un ministre qui est compétent, comme dans les autres communautés, pour des matières à caractère santé en communauté germanophone. De mémoire, c'est Harald Mollers, qui est membre du parti pro-DG, donc le parti propre à la communauté germanophone et qui demande davantage de compétences pour la communauté germanophone, mais qui n'est pas du tout un parti séparatiste. Harald Mollers, je ne suis pas sûr que vous ayez déjà souvent entendu son nom. Il est très sympathique. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais si vous ne le connaissez pas. Voilà. Les régions ont aussi hérité de certaines compétences. En tout cas, avec la 6e réforme de l'État en particulier, on l'a vu avec les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Et donc, on a en Wallonie Christy Montréal, PS, à Bruxelles Alain Marron, écolo, et en Flandre, toujours Wouter Beek, qui sont compétents pour certaines compétences qui ont trait à la santé. Je ne sais plus à combien on en est, je vous laisse faire le calcul, mais enfin, normalement, on devrait être à 7, parce que j'en ai encore 2. Donc, je crois que normalement, on n'est encore qu'à 7. Puisqu'il y a encore à Bruxelles Elke van den Brand, donc ministre Groen, numéro 2 du gouvernement bruxellois, qui a aussi, là je crois que c'est dans le cadre de la COCOM, la Commission communautaire commune, je crois qu'elle a aussi certaines compétences en matière de santé, mais à nouveau, là ce serait quelque chose à aller vérifier et préciser. Et puis enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a Barbara Tracht, qui est secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, mais qui est aussi ministre-présidente de la Commission communautaire française, la COCOF, qui a aussi dans son escarcelle, je crois, de mémoire, quelques compétences en matière de santé. Pour les noms, les partis, j'ai réussi. Pour les matières, j'avoue qu'il faudrait que j'aille revoir certaines choses. On m'a demandé un article à paraître au mois de décembre, il faudra que j'aille creuser un peu tout ça pour pouvoir l'écrire. Alors, pourquoi est-ce que la région wallonne et la communauté française n'envisagent pas de se calquer sur le modèle flamand, vu qu'il y a beaucoup de transferts de compétences qui ont été effectués et que ça permettrait sans doute de réaliser une économie de moyens? Je l'ai dit tout à l'heure, on a un problème géographique et un problème démographique en quelque sorte. Si vous regardez les néerlandophones en Belgique, 1 sur 60 vit à Bruxelles, 59 sur 60 vivent en Flandre. C'est à peu près ça le rapport, 100 000, 6 millions. Donc on est quasiment à 1 pour 60 qui vit à Bruxelles et 59 sur 60 en dehors de Bruxelles, parmi les néerlandophones. Et géographiquement, la Flandre est une région, pour la région de langue néerlandaise, donc sans compter Bruxelles, est une région linguistiquement homogène. D'accord, il y a des communes à facilité, mais c'est une région linguistiquement homogène. Alors que si on regarde la Wallonie, elle est à cheval sur 2 régions linguistiques.
la région de langue française, où on se trouve aujourd'hui, et la région de langue allemande, 9 communes. Par ailleurs, la communauté française, elle comprend, si vous voulez, 1/5 de bruxellois. Pas 1/60, 1/5. Un francophone sur 5 habite en région de Bruxelles-Capitale et 4 autres environ en Wallonie francophone, donc pas en communauté germanophone. Donc, à la fois sur le plan territorial, géographique, et sur le plan de la population, la configuration est quand même fort différente entre la communauté française et la communauté flamande. Je pense que donc, ça explique qu'on ait là une asymétrie qui s'est renforcée au cours des différentes réformes de l'État, comme je l'ai montré. Maintenant, c'est aussi pour essayer de quand même créer des synergies, pour essayer de quand même économiser certains moyens qu'il y a eu ces transferts de compétences, de l'exercice de certaines compétences et de certains budgets aussi, avec, même si ce n'est pas de manière toujours proportionnelle. Maintenant, il y a d'autres projets qui existent. Je l'ai dit tout à l'heure, certains parlent de Belgique à 4. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit en communauté germanophone, il y a pas mal de partisans d'une solution comme celle-là, où on aurait donc en gros les 4 régions linguistiques, région de langue néerlandaise, région de langue française, région de langue allemande et région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui dépendraient chacune d'une communauté-région, et alors on n'aurait plus 2 types d'entités fédérées, même 3 avec les commissions communautaires bruxelloises, mais enfin passons, on aurait simplement des entités fédérées. Appelons ça région, appelons ça communauté, peu importe. Mais on aurait ce modèle à 4. Pour certaines matières, c'est déjà comme ça qu'on fonctionne. J'ai évoqué tout à l'heure les allocations familiales. C'est aussi comme ça pour la tutelle sur les CPAS, les centres publics d'action sociale. C'est la Flandre, Bruxelles, la communauté germanophone ou la Wallonie francophone qui adoptent leur législation. Pour les unes, c'est des ordonnances, pour les autres, ce sont des décrets, mais globalement, on est dans ce schéma A4. Pour certaines choses, ça a l'air de bien fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais, évidemment, en Flandre, où la position traditionnelle du Vlaams Belang, de la NVA, du CDNV, éventuellement d'autres aussi, mais principalement de ces 3 partis-là, et ce sont quand même des partis qui comptent en Flandre, ce sont les 3 premiers de Flandre, la vision reste quand même que Bruxelles est une ville qui est la capitale de la Flandre et qu'elle doit rester inclue dans la Flandre, et que le modèle que ces partis flamands préfèrent, ce n'est pas une Belgique à 4, c'est plutôt une Belgique à 2+2. Et il y a quelques mois, j'avais intitulé un de mes articles dans le magazine Imagine, en Belgique, 2 et 2 ne font pas toujours 4. Précisément parce que la vision flamande, c'est 2 grandes entités fédérées, la Wallonie et la Flandre, et 2 petites, un peu sous tutelle des 2 autres, Bruxelles et les germanophones. Et ça, ce n'est évidemment pas le modèle de Belgique à 4 que préconisent les partisans de cette autre solution Belgique à 4. Donc, on se retrouve dans une situation où cette asymétrie a ses raisons. Elle pourrait connaître des évolutions, des issues différentes, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce qui se dessine. Alors, comment voyez-vous l'évolution du pays ? Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'évolutions. Quelqu'un me pose cette question, quelqu'un d'autre me propose une réponse. Belgique, pays ingouvernable, remet 2 solutions. 1, la scission du pays. Non, écrit en majuscule, donc je suppose que la personne signifie qu'il n'en est pas question. 2, retour à l'unitarisme, impossible. Alors quoi ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent advenir, qui peuvent être imaginables ou qui ne sont pas imaginables, mais qui adviendront peut-être. Ce n'est pas toujours ce qu'on imagine qui advient. On peut aller vers une Belgique encore plus coquille vide, comme on l'a dit, c'est-à-dire une autorité fédérale qui, réforme institutionnelle après réforme institutionnelle, se voit vider de ses compétences, se voit vider de ses moyens, et avec de plus en plus les régions et les communautés qui deviennent le centre de gravité de la politique, voire les seules institutions. Et au niveau fédéral, on ne réglerait plus que quelques petites choses sur lesquelles on serait encore d'accord. Peut-être même faut-il encore arriver à les trouver.
cette évolution vers une Belgique coquille vide, c'est un scénario tout à fait plausible. Un autre scénario qui reste plausible, c'est l'éclatement. C'est peut-être pas le plus simple, mais sait-on jamais. En Tchécoslovaquie, on n'a pas vraiment crié gare avant l'éclatement. Maintenant, comme je dis parfois, Prague était en Tchéquie, Bratislava en Slovaquie, Bruxelles est au milieu du jeu de qui. Ça ne va pas être aussi simple. Donc, on a là quelque chose qui n'est pas évident, mais qui reste un scénario possible d'indépendance. Et alors d'indépendance de qui part avec qui, avec quoi, etc. Là, évidemment, la porte est ouverte à beaucoup d'aventures. On peut avoir aussi un système qui, de centrifuge qu'il est beaucoup pour l'instant, devienne un petit peu moins centrifuge, voire un tout petit peu plus centripète, et que l'on refédéralise certaines compétences. On en a beaucoup parlé, on continue à en parler ces temps-ci. Quand j'évoquais cet axe institutionnel qui oppose les partis libéraux et écologistes d'un côté et CDNV, NVA, peut-être PS aussi de l'autre, on voit bien que du côté des Verts et des Bleus, l'idée de refédéraliser certaines compétences est quelque chose qui vit, qui est important. En même temps, il y a loin de la coupe aux lèvres. Souvenez-vous, juste avant les élections de 2019, on a eu toute une mobilisation des jeunes, bien entendu, mais aussi d'autres mouvements pour faire adopter une réforme de la Constitution qu'on avait appelée la loi climat, pour permettre la loi climat. Le CDNV, la NVA, mais aussi l'OpenVLD ont voté contre. Alors que l'OpenVLD, depuis 5 ans, nous parle de refédéralisation de certaines compétences. Et là, il avait l'occasion de le faire, de joindre l'acte à la parole. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que entre les positionnements et ce que l'on fait vraiment, il peut y avoir quand même encore de la marge. Et visiblement, à ce moment-là, en tout cas, l'OpenVLD n'était pas d'accord que l'autorité fédérale reprenne en main une compétence qui peut-être pourrait avoir des effets sur la politique économique que la Flandre souhaite mener dans son coin, que ce soit dans le port d'Anvers ou ailleurs, avec les implications environnementales que ça peut induire. Donc refédéralisation, c'est possible. Mais pour l'instant, ça paraît plus théorique que réel. Maintenant, il y a aussi d'autres projets qui existent. On parle de circonscription électorale fédérale, on parle de renouer des liens entre les partis politiques par-delà la frontière linguistique, comme le font les Verts, comme le fait le PTB d'une certaine manière, puisque lui est un parti unitaire. Donc il est un des derniers partis unitaires et certainement le seul qui est représenté au Parlement et qui donc essaie de faire une synthèse en son sein des sensibilités qu'il y a au nord, au sud, au centre du pays, ce que les autres partis ne font pas. Écolo et Groen essayent de le faire entre eux, à eux deux. Les 3 autres familles politiques, ce n'est pas le cas, sans même parler évidemment du Vlaams-Belang. Donc, des scénarios, je pense qu'il y en a plusieurs. Quant à savoir lequel va prendre le dessus, c'est difficile à dire. Et même cette crise du Covid pouvait laisser penser que soit le fédéralisme allait montrer toute sa supériorité, on se dit l'Allemagne s'en est plutôt bien tirée, soit au contraire qu'il allait montrer des ratés. Je vous rappelle que le Brésil et les États-Unis sont aussi des pays fédéraux. On ne peut pas dire que l'épidémie soit sous contrôle de la même manière. Donc, ce n'est pas le fédéralisme en soi qui induit plus ou moins, notamment de décès, face à une pandémie. La France est un État très centralisé. Est-ce qu'elle s'en sort mieux ou moins bien que des États décentralisés ? Peut-être encore est-il difficile pour l'heure d'en juger. On n'a pas non plus l'impression que la démultiplication des niveaux de pouvoir en Belgique est ce qui a causé le nombre particulièrement élevé de morts du fait du Covid en Belgique. Je rappelle que pour détruire un stock de masques et ne pas le reconstituer, une personne suffit. Je vous l'ai dit, on a eu une ministre de la Santé fédérale qui avait ça dans ses compétences. Ce n'est pas une compétence qui est défédéralisée. Donc, je ne suis pas sûr que le système fédéral, avec un éclatement des responsabilités, parce que c'est aussi ça que ça induit, facilite les choses. C'est vrai, vous m'avez fait réciter les noms des 9 ministres, mais je ne suis pas sûr qu'une centralisation totale, finalement, soit nécessairement optimale non plus. Donc,
je crois que ça reste quand même quelque chose de difficile à voir, à prévoir. Et même la crise que l'on vient de voir n'a pas du tout mis tout le monde d'accord en disant il faut refédéraliser ou au contraire il faut défédéraliser. Au contraire, on voit bien qu'il y a cette tension qui demeure. Maintenant, je crois qu'au-delà de l'architecture, il faut aussi voir évidemment ce que l'on veut faire, ce que l'on veut faire ensemble. Si l'idée, c'est d'avoir plus d'autonomie, mais plus aucun mécanisme de solidarité, je crois qu'il y a des tas d'acteurs qui ne seront absolument pas d'accord, et des tas de citoyens qui ne seront pas d'accord, des acteurs organisés ou des citoyens pris individuellement. Donc il y a aussi le modèle de société que l'organisation recèle. Et puis enfin, quelqu'un m'écrit, depuis les lois de financement, les francophones sont à chaque fois demandeurs, ils sont toujours roulés dans la farine. Et est-ce qu'on va continuer longtemps à avoir cet échange de l'argent contre des droits ? Oui, c'est aussi un peu ça qui se joue quand je disais quel modèle institutionnel, mais aussi quel modèle de société. C'est vrai que les transferts financiers, les questions de solidarité, la dépendance, l'interdépendance économique, les régions sont les premiers partenaires les premiers partenaires commerciaux, économiques, les unes des autres. Finalement, c'est quelque chose qui est très clair. Et donc qui aussi soude des liens, mais qui aussi accroît des tensions à partir du moment où une région a eu l'impression qu'elle devait payer seule pour les autres. En même temps, payer, oui, mais et la personne l'écrit ici aussi, combien de naveteurs viennent de Flandre tous les jours, enfin maintenant plus tout à fait tous les jours, à Bruxelles pour travailler, 2 fois plus que de Wallons. Et en gros, les naveteurs, c'est la moitié de la population active à Bruxelles. Donc la population qui travaille à Bruxelles, c'est pour moitié des Bruxellois, mais aussi pour moitié des gens qui viennent d'en dehors. Comme moi, je viens de Wallonie, je fais la navette, et je suis un tiers de ces naveteurs, un 6e de la main-d'œuvre qui travaille à Bruxelles. Mais mes impôts, c'est vrai, ils sont attribués à la région wallonne, puisque je vis en région wallonne. Si ils étaient répartis soit sur mon lieu de travail, soit entre mon lieu de travail et mon lieu d'habitation, ça pourrait quand même modifier les rapports de force, en particulier entre Bruxelles et la Flandre, qui ne pourrait plus être présentée par la NVA comme étant la seule qui paye à peu près pour tout le pays. Donc on voit bien qu'il y a vraiment des enjeux de différentes natures, et que derrière l'institutionnel, merci de m'avoir cantonné aux questions institutionnelles dans ces questions-réponses, il y a vraiment aussi des questions de modèles de société, de vivre ensemble et socio-économiques qui sont bien présentes. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Merci. Un grand merci, Monsieur Faniel. Je crois que nous sommes un peu mieux au fait de notre Belgique. Je voudrais simplement, moi, vous rappeler que pour la conférence suivante, je vous demande encore de me dire si vous venez ou pas. Enfin non, pas, si vous venez. Donc, la meilleure façon, c'est par mail, mais sinon, vous pouvez me laisser des messages sur le téléphone. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.